Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Louis Mapou, le chef du groupe Uni au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, question d'actualité tout de suite. Après l'élection de Gilbert Thuénon à la vice-présidence du gouvernement, c'était il y a quelques jours, vous aviez exprimé votre déception, voire votre tristesse. Aujourd'hui, vous en êtes où? Vous êtes triste encore? Non, il y a du travail à prendre en charge. Donc, j'ai exprimé à ce moment-là cet état d'esprit dans lequel j'étais parce que je pense savoir que nous avions fait tous les efforts pour que le moment se présente bien juste après le référendum au provincial dans les meilleures conditions. Donc, on enregistrait que sur la démarche concertée à partir d'un bilan partagé que nous avions effectué pour le compte du FNKS, certaines attitudes, certaines démarches, certaines initiatives qui avaient été prises ont fini par donner le résultat que nous avions, puisque nous n'étions pas en ordre serré. C'est pour ça que j'ai exprimé ma tristesse. Pour le mouvement, et puis surtout pour les gens, je crois que les gens ont besoin d'autre chose que ce genre. Mais pourquoi est-ce que vous teniez absolument à avoir ce poste de vice-président? On rappelle que vous aviez présenté la candidature de Jean-Pierre Diaoué face à Gilbert Thuénon. C'est un symbole, le poste de vice-président n'est pas fondamental dans l'organisation institutionnelle. Nous avions toujours soutenu la vice-présidence au gouvernement pour les indépendantistes. La seule fois où nous avons contesté, c'est lorsque Léopold Jorelier avait été nommé vice-président au tout début. Il était membre de la FCCI à l'époque. Que nous avions contesté, vous vous rappelez. Et donc, il n'y avait pas de risque que cette fonction nous échappe là. Donc, nous y tenions parce que nous avions là une personnalité qui, pour nous, pouvait, comme je vous l'avais déjà dit, incarner ce moment précis. La personne de Jean-Pierre Ndiaye, nous avions soutenu par le passé. Jean-Louis D'Angleberme. Et nous avons, de la même manière que l'Union calédonienne avait soutenu, à un moment donné, Dewe Gorodé. Donc, l'arithmétique dont certains responsables de l'Union calédonienne se prévalent aujourd'hui n'a pas toujours été de mise dans l'appréciation que nous portons sur la prise en charge de cette responsabilité-là. Donc, c'est ce que nous avions encore fait valoir. Et nous pensions que, compte tenu des démarches qui avaient été prises, je l'ai dit, compte tenu de ce qu'on pensait des initiatives qui ont été prises par l'Union calédonienne, notamment par M. Thuénon, donc on pensait que Jean-Pierre Ndiaye pouvait être le mieux. Et puis en plus, pour une raison d'équilibre, puisque le Congrès, nous avons soutenu, et beaucoup de gens de l'Union calédonienne voulaient que ce soit nous qui soyons à la vice-présidence. Eh bien, c'est pas vous, c'est donc Gilbert Thuénon de l'UC. Vous vous accusez mutuellement, l'UC et l'UNI, de ne pas avoir respecté la démarche concertée du FLNKS. C'est quoi cette démarche? Qu'est-ce qu'elle prévoit exactement? Et alors, qui ne l'a pas respectée? C'est vous ou c'est eux? Elle prévoyait qu'on se voit et qu'on en discute. Mais elle prévoyait pas que le parti arrivé en tête soit forcément conduit aux responsabilités. Pourquoi pas? Mais il faut qu'on en discute, parce que ça a toujours été ça au sein du mouvement. Or, à la sortie de la discussion qui a eu lieu au Congrès, pour la présidence du Congrès, nous ne nous sommes pas aperçus que l'Union calédonienne n'était pas sur la même longueur d'onde et qu'ils avaient décidé de jouer une carte seule. De la discussion avec les veilleux océaniques, nous n'avons pas rencontré. Vous avez été surpris? Vous avez été surpris que Roch Oïtan soit élu président du Congrès dans ces conditions? Non, mais parce que nous avions rencontré avant les veilleux océaniques. Et vous étiez arrivé aux mêmes conclusions? Aux conclusions et je dirais même que nous avions proposé à l'éveil océanien que de s'abstenir, comme ça les choses restent claires. On n'a pas compris que les choses se sont déroulées autrement. Mais vous êtes content tout de même que ce soit un indépendantiste qui préside le Congrès de la Nouvelle-Calédonie? Bien sûr, on l'a soutenu. Et on continuera à le soutenir. Mais ce qu'on n'a pas compris, c'est ce qui s'est passé après. Et notamment que vous ne présidiez plus la commission permanente du Congrès, ça aussi c'est un regret. C'est vous qui en étiez le président? C'est moi qui étais président. On n'a pas compris pourquoi l'Union calédonienne était tant attachée alors que l'UPM prenait la vice-présidence.
Et donc, la commission permanente pouvait nous revenir. Mais on a joué le jeu. Quel bilan, même si c'est un peu tard, ça fait un peu plus de 2 mois maintenant tout de même, vous étiez content du résultat que vous aviez obtenu aux élections provinciales du 12 mai? Oui, parce que malgré tout, les provinciales du 12 mai représentaient un risque pour nous. Ce risque de la division, puisque on était plus la même problématique que le référendum. Le référendum, on ne votait pour personne, on votait pour un projet, on votait pour un idéal, on votait pour une cause. Là, la question des personnes pouvait amener les gens à se détourner de la demande que nous faisions encore, qui continuait à nous soutenir. Et le résultat est très bon pour nous, puisque on en est encore à peu près à 43-57. Et donc on a franchi ce cap-là. Et qui nous permet de dire, nous avons là un socle. Qui était, vous le savez, qui était très discuté avant le référendum. Nous avons un socle là, à partir duquel on va pouvoir rebondir pour les municipales et pour le référendum. Parmi les autres enseignements de cette campagne, vous y faisiez allusion, l'émergence de l'éveil océanien. Comment est-ce que vous réagissez à la création de ce parti? Alors, certains ont dit qu'ils étaient communautaires, ils n'acceptent pas cette appellation. Est-ce que vous avez été surpris du succès électoral qu'ils ont remporté? Oui, on a été surpris du succès électoral, parce qu'il fallait franchir quand même une barre placée très haut par le droit électoral. Mais nous, l'appréciation que nous portons sur l'éveil océanien, elle n'est pas ce qui conscrit à l'éveil océanien. On constate que il y a énormément de petites listes. Et c'est ça le phénomène majeur de ces provinciales. Comme si le référendum avait tout d'un coup ouvert, donné une bouffée d'oxygène les uns et les autres, se sentant investis d'une responsabilité vis-à-vis de la Nouvelle-Calédonie ou d'une volonté de faire quelque chose en Nouvelle-Calédonie. C'est ça que nous retenons d'essentiel. Et parce que nous sommes porteurs de la cause de l'indépendance, toutes ces petites listes, la plupart des petites listes, viennent tous du camp de nos collègues loyalistes. Donc, on enregistre ça comme une évolution dans les mentalités, et notamment vers l'idée comme quoi nous devons assumer pleinement la responsabilité de notre pays et il faut que les gens s'engagent. Il y a eu aussi dans le camp indépendantiste des petites listes, ce qui est peut-être plus nouveau. On pense notamment au MNIS, le mouvement néo-indépendantiste et souverainiste. Là, on vient de voir cette semaine la création du MOI, le mouvement océanien indépendantiste. Donc c'est une dispersion qui a également aujourd'hui chez les indépendantistes. C'est une dispersion, mais qui n'en demeure pas moins quelque chose qui reste attaché à la question de l'indépendance. Donc il n'y a pas de gros risque. L'autre phénomène que j'évoquais précédemment, c'est un déplacement du camp loyaliste vers une espèce de no man's land dans lequel la question de l'indépendance ou la question du maintien au sein de la République ne seraient plus les éléments clés. Ce qui est quand même une évolution majeure en matière d'évolution du débat politique de la Nouvelle-Calédonie. Et le sondage qui a été fait, je vous l'avais indiqué, va plus loin puisqu'il constate que très peu de gens sondés par Cevipop. Vous parlez du rapport du Cevipop. Parmi les gens sondés, très peu disent plus jamais l'indépendance. Très peu disent qu'il faut maintenir au sein de la République, et la grande majorité disent que d'une certaine manière l'indépendance est devant, quoi. Depuis novembre, tout le monde se méfie un peu des sondages réalisés en Calédonie. Oui, mais celui-là, il a été réalisé sur des bases qui nous semblent très différentes et à partir d'un questionnement qui est très différent des autres. Un autre élément de ces provinciales, ça a été l'effondrement de Calédonie Ensemble. Ça vous a surpris? Ça nous a surpris, l'ampleur. Et vous l'expliquez comment? L'ampleur. Moi, je l'ai déjà dit, je pense qu'il y a la personnalité du leader de Calédonie Ensemble qui a joué aussi. Et puis, quand on réforme, on est toujours mal aimé dans les élections. Et je pense que nous avons tous enregistré un travail législatif très important pendant la mandature, le plus important qu'on ait fait durant les mandats précédents, par rapport au mandat précédent. Et forcément,
forcément, ça ne plaît pas. Forcément, ça, quand on casse des œufs, ben... Mais vous avez beaucoup travaillé avec Calédonie Ensemble pendant la mandature précédente. Vous avez approuvé la plupart des réformes, vous avez voté avec eux. C'est un coup dur pour vous de les voir sortir ou très affaiblis du paysage politique? Non, ce n'est pas un coup dur, chacun est à sa place. Les gens disent qu'on a beaucoup travaillé. En fait, on s'est positionné, contrairement à ce qu'on pense, sur chaque dossier qui s'est présenté. Et vous vous rappelez que, par exemple, c'est l'agenda économique et social qui a été voté, qui a été signé au mois d'août 2014. Nous étions les seuls à y aller, puisque les copains de l'Union ne sont pas venus avec nous. Et comme on avait l'habitude de le faire, on apprécie l'engagement que nous avons pris à ce moment-là, à l'orée de chaque dossier. Et de l'importance du dossier par rapport au contexte général de la Nouvelle-Calédonie, qui était un contexte de blocage, pratiquement. Et la preuve, c'est que aujourd'hui, tout le monde crie au feu. Après avoir entretenu l'opulence, j'ai envie de dire, pendant de longues années. Donc, nous avons apprécié chaque dossier à la faveur de ce que ça pouvait amener pour la Nouvelle-Calédonie. Et nous avons toujours dit que ce n'était pas suffisant. Et que, vraisemblablement, il faudra revenir sur certaines réformes que nous avons prises au nom d'un compromis minimal qui était nécessaire. Mais vous avez aussi travaillé avec Calédonie Ensemble, on pense dans les groupes de travail, par exemple, duquel les autres partis non indépendantistes se sont retirés, et vous aviez l'impression de pouvoir travailler avec eux sans aucun problème. Chacun a ses propres caractéristiques. Nous, on travaille avec ceux qui sont là. Ça vous aurait pas échappé, que s'il y a bien un groupe qui est permanent dans son engagement pour l'accord, c'est uni. Et on a travaillé avec tout le monde. Les autres partis ont fait du va-et-vient, que ce soit du côté indépendantiste, que ce soit du côté non indépendantiste. Notre attitude a été de dire, nous sommes engagés, il faut qu'on assume notre engagement et c'est ce que nous avons fait jusque-là. Et aujourd'hui, vous vous sentez capable de travailler avec l'Avenir en Confiance, qui a le groupe le plus important au Congrès de la Nouvelle-Calédonie? La question n'est pas là. La question n'est pas de savoir la question est de savoir dans quel état d'esprit l'Avenir en Confiance est, à l'issue des élections provinciales et pour l'avenir. Vous avez parlé avec eux déjà? Il y a eu des contacts ou il n'y en a pas eu? Non, on n'en a pas eu avec eux. Et on peut envisager une majorité. Quelle majorité est-ce que vous voyez pour le Congrès de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, puisque aucun groupe n'en a à lui seul la majorité? L'an dernier, dans la dernière mandature, on l'a beaucoup dit, il y avait souvent, quoi que vous en disiez, sur beaucoup de textes, il y avait une majorité Calédonie Ensemble, UCI-UNE, UNI-UC. Dans la nouvelle mandature, comment ça peut se passer à votre avis? On verra si ce qui s'est passé au gouvernement correspond à quelque chose sur le fond. Ce que je note déjà, c'est que sur certaines thématiques, on retrouve des similitudes entre l'Union calédonienne et l'Avenir en Confiance. Peut-être qu'il y a une majorité qui se trouverait de ce côté-là, mais on est en train pour vérifier dans la mise en œuvre de la politique qui va être menée par le gouvernement. Mais notre attitude restera la même, c'est qu'on jaugera en fonction des grands dossiers. Sur quoi nous serons très vigilants, c'est que nous considérons que la mandature précédente a permis une grande avancée. Et on vérifiera à chaque fois, sur les mesures qui seront proposées, si le recul est de nature à remettre les choses dans une autre direction qui serait contraire à ce que nous considérons comme important pour la Nouvelle-Calédonie, ou si il y a une amélioration. Ça restera notre ligne de conduite. Sur des gros sujets comme celui des comptes sociaux dont tout le monde parle, dont tout le monde dit que c'est une urgence, ce sera sans doute l'un des premiers textes du gouvernement, vous pensez que vous pourrez trouver là un accord, une majorité Puisque là, il y aurait une décision à prendre d'urgence. Notre ministre qui est chargé du secteur de la santé. Elle n'a pas voulu prendre les comptes sociaux? Elle travaille déjà avec le président du gouvernement dessus depuis la semaine dernière. Donc vous voyez, c'est l'attestation de ce que je dis. Mais on verra qu'est-ce qui va être proposé, parce que je note que le président du gouvernement et l'Avenir en Confiance ont fait référence aux recommandations de l'INGAS ou de la COS. Sauf que lorsque la délibération cadre
a été présenté au Congrès et que nous avons fait des sessions plénières sur ces questions-là, ils n'ont pas fait preuve d'un volontarisme, les collègues qui sont aujourd'hui à la province sud ou à la manette du gouvernement. Donc on verra bien. On a plutôt eu l'impression, souvent, qu'ils obéissaient au lobbying de la CAFAT. Donc on attend pouvoir. Au gouvernement, justement, Thierry Santa a exprimé sa volonté d'une gouvernance partagée, de revenir un petit peu à l'origine de ce que devait être le gouvernement collégial. Les membres du gouvernement, Jean-Pierre Diao et Valentino Rissuquet de l'UNI, sont prêts à y participer. C'est une démarche qui vous convient? C'est une démarche que nous avons toujours mise en œuvre, qui n'est pas nouvelle pour les indépendantistes, parce qu'on a toujours travaillé. C'est du côté loyaliste que les choses ne se sont pas bien passées. Mais vous me permettez de noter que Thierry Santa a déjà mis un coup de canif à cette philosophie en organisant une conférence de presse hier sur un sujet qui est transversal, qui est celui de Nickel. Il a tenu à préciser, je ne sais pas si vous avez noté, il a tenu à préciser qu'il y était comme membre du gouvernement en charge de la mine et non pas comme président du gouvernement. Oui, mais vous savez, on peut jouer longtemps comme ça. Ce que je note simplement, c'est que il est le premier. Alors que c'est un sujet transversal, j'ai moi-même interrogé la présidente de la province sud pour savoir si cette discussion a eu lieu au gouvernement dans le cadre de la collégialité. Nullement. Donc je constate déjà que sur un sujet qui est transversal et sur lequel ils appellent l'ensemble des Calédoniens, la conférence de presse se fait à la province sud, alors que c'est le gouvernement qui est en charge de la tarification. Et que le président Santa et M. Gigès sont là avec Mme Baquès. Donc voilà. Et le maire de Nouméa. Ben oui, l'avenir en confiance. Justement, sur ce dossier de la SLN, ils ont donc créé un comité de coordination de sauvetage de la SLN. L'UNI souhaite que la SLN soit sauvée? Mais je ne sais pas qui a dit que l'UNI ne veut pas que... Je vous pose la question, je ne vous ai pas dit que vous ne vouliez pas. Non, mais je n'arrête pas de dire, je suis engagé en tant que président de la STCPI à la SLN, puisqu'on est actionnaire de la SLN. Je suis membre du conseil d'administration, du conseil d'administration des Ramettes, et je n'ai pas souvenir qu'à un moment ou à un autre, j'ai tenu des positions au sein des Ramettes et de la SLN qui montraient que nous n'étions pas favorables au maintien de la SLN. De plus, 4 sites miniers de la SLN sont dans l'intérieur, concernent les gens de chez nous, ne concernent pas les gens qui votent loyalistes pour la majorité. Donc, vous comprenez que c'est une question qui est très incongrue pour moi. Et vous serez au conseil d'administration des Ramettes le 24 juillet? La semaine prochaine, oui. L'une des choses qui fait qu'on se pose des questions, vous allez me dire que c'est pas vous, c'est lui, mais on sait que le président de la province Nord a formé un recours contre les autorisations d'exportation de minerais accordées à la SLN par le gouvernement. Ça, c'est un peu la confusion. Paul Néotine, c'est quand même l'UNI. Pour ceux qui auraient connaissance du recours, le président de la province Nord a endossé le recours qu'il a formé sur les principes, à partir des principes qui sont dans le schéma minier, qui sont sur le code minier. À aucun moment il n'a dit qu'il était contre l'exploitation. Il a simplement discuté des conditions qui ont présidé à l'octroi de cette autorisation pour l'exportation du nickel. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que il faut que les gens assument les choix qu'ils font. Je note qu'il n'y a pas que les 2 ministres unis qui ont voté contre l'exportation. Les 3 ministres UC ont voté aussi contre l'exportation. Donc c'est une position du mouvement indépendantiste. Mais les exportations, c'est l'un des 3 piliers du plan de sauvetage de la SLN. Donc il faut que les 3 soient là pour qu'elle puisse survivre. Donc si vous nous dites qu'à la fois vous voulez la sauver, est-ce qu'il ne faut pas tout faire pour qu'elle puisse effectivement remplir les conditions de son plan de sauvetage? Non, mais ça c'est pas aussi simple que ça, vous le savez bien. Ce qu'on dit simplement, c'est que pendant très longtemps, le mouvement indépendantiste a critiqué la politique d'écrémage de la SLN, qui était engagée par Eramet, et qui consistait qu'à ne puiser que les minerais à haute teneur. Tout d'un coup,
hein, par le miracle du Saint-Esprit, on découvre qu'il y a des petits minéraux et que ça pourrait être exporté. Et pour cause, tout simplement parce que la SLN a pensé pendant longtemps avec Eramet, hein, que Doniambo, hein, c'était le top des tops, sauf que depuis la concurrence internationale et le marché ayant évolué, avec 2 concurrents locaux, la SLN doit revisiter son modèle. Mais la SLN ne peut pas revisiter son modèle sans tenir compte, hein, de l'évolution. Et j'entends par ailleurs beaucoup de gens évoquer le développement de grands groupes intégrés, hein, comme Tsingan en Indonésie, qui produit du minerai jusqu'à la fabrication de l'inox en Indonésie. Mais nous avons un groupe qui est intégré, puisque la SMSP est intégrée dans un process où on va avec un partenariat qui va de la production de minerai jusqu'à la fabrication de l'inox. Donc la question qui était posée simplement, c'est est-ce qu'il ne peut pas y avoir une synergie? Et il en existe. Et je peux vous dire que, si vous ne le savez pas, que les discussions entre Eramet, SLN et SMSP se poursuivent pour aboutir à un partenariat. Donc les choses évoluent, mais on n'a pas besoin de jeter le discrédit à chaque fois sur les possibilités que nous avons. La situation de KNS, puisqu'on est dans le domaine minier, ça ne vous inquiète pas, les incidents, le dernier incident qu'il y a pu avoir avec une coulée de nickel, il y a beaucoup d'incidents sur cette usine, c'est normal parce qu'elle est relativement nouvelle? Elle est relativement nouvelle et le process, c'était un process nouveau, hein, puisque c'est un process qui était emprunté à la cimenterie. Hein. Mais le plan de marche que le président Yahoutin a vérifié récemment avec M. Peter Klatzenberg, hein, montre que nous sommes sur un profil qui nous permettrait peut-être à partir de 2020, hein, de voir les choses sous un meilleur angle qu'aujourd'hui. Avec toujours le soutien de Glencore. Et le soutien indéfectible de Glencore. Indéfectible. Voilà. Pour revenir aux relations entre les indépendantistes, à l'occasion de cet épisode du vice-président, on a vu des tensions quand même assez vives entre l'UC et l'UNI. Vous en êtes où aujourd'hui? Est-ce que les réconciliations sont possibles? Est-ce que le FLNKS existe encore? Ou est-ce que il y a vraiment trop de tensions entre vous aujourd'hui? Elles sont sorties sur la place publique, alors que d'habitude vous gardiez vos divisions un peu entre vous. C'est venu d'où cette publicité? Non, c'est une publicité que vous appelez publicité, mais je crois qu'il était important qu'on redise un petit peu les choses, ou en tout cas les fondements de notre mouvement de libération nationale. C'est ce que j'ai fait au nom de UNI. Le bureau politique de FLNKS se réunit et il projette de réunir l'ensemble du mouvement très prochainement. Et donc c'est fini les divisions? Ça a été juste pendant... Non, les divisions font vivre. Vous savez, les contradictions sont nécessaires. Les crises sont utiles, hein, sauf que il appartient aux gens qui sont concernés de savoir rebondir à partir de ça pour envisager la suite. Est-ce que tout de même l'un des grains de sable, ça n'a pas été le fait que dans la province Nord, l'Union calédonienne ne trouve pas sa place dans l'exécutif, alors qu'elle avait fait quand même un beau score en province Nord? Oui, elle a toujours fait un beau score. Oui. Hein, mais l'Union calédonienne doit n'en vouloir qu'à elle-même. Hein, il faut qu'elle change ses pratiques pour qu'on puisse travailler convenablement. Pratique? C'est la difficulté que j'ai dénoncée. C'est parce que vous n'en avez pas parlé ensemble auparavant? On a essayé de parler, sauf que lorsque vous allez vous adresser à des responsables qui disent vous-même qu'ils n'étaient pas au courant de ce qui se passe à côté. Donc voilà. Mais qu'est-ce que l'UNI a dit à l'Union calédonienne? Si vous avez discuté avec les autres, chacun présente ses candidats et puis on verra. Si vous avez la majorité avec les autres listes, on prendra acte. Et c'est ce qu'on a constaté finalement au Sud, dans le gouvernement. Ces divisions, ça ne remet pas en cause la démarche militaire pour le référendum? Non, aucunement, puisque là on est sur un autre défi, c'est un autre enjeu. Pour le référendum, le mouvement indépendantiste devra arriver en ordre serré et pour présenter ce qu'on espère pouvoir faire valoir dans les discussions que nous allons ouvrir, l'idée que l'option du oui soit mieux étayée que ne l'était
au référendum de 2018. Alors l'autre fois, vous disiez que l'UNI était engagée et ferait campagne pour une indépendance avec partenariat. C'est le projet du FLNKS ou c'est le projet de l'UNI? C'est le projet du FLNKS, quoi qu'en disent les uns et les autres, puisque... Parce qu'il n'y a que vous qui le disiez vraiment dans ces termes-là, aussi clairement. Indépendance avec il n'y partenariat. a que nous qui le disons en ces termes-là, parce que ça fait partie des 4 options. Donc on a proposé que cette option-là soit... Mais lorsque vous cherchez derrière les mots de ce que disent mes collègues de l'Union calédonienne, vous ne trouverez pas plus que ce que nous disons. Donc, Ils parlent de toute plus façon, de souveraineté pleine et entière et c'est pas exactement la même chose. Indépendance avec partenariat, c'est indépendance association, c'est... Parcourez tous les documents ou tous les discours, vous verrez qu'ils parlent aussi de partenariat. Aussi, ils parlent de partenariat. Vous verrez aussi dans le programme de FLNKS Sud qu'on parle de partenariat. Et donc, ce sera le thème, le il projet. Il n'y a pas d'autre voie aujourd'hui. Il faut qu'on se le dise. Il n'y a pas d'autre voie que celle-là qui permettent de sortir par le haut de l'histoire que nous connaissons, des enjeux auxquels nous devons faire face, et puis des défis que nous avons envie de relever. Il n'y a pas d'autre choix aujourd'hui que celui de l'indépendance en partenariat. Mais il vous faudra une majorité pour ça, et c'est pas encore acquis. Nous allons bien voir ça au référendum. Ouais. Vous souhaitez que le référendum, le deuxième, ait lieu le plus tôt possible? Vous avez demandé au commissariat, au commissaire, l'organisation, le plus tôt possible de ce second référendum? Non, nous avons demandé qu'il se fasse dans les meilleures conditions et nous avons préconisé qu'il se fasse dans le deuxième semestre. Deuxième semestre 2020. Voilà. Ça vous ennuierait qu'il ait lieu avant? De toute façon, je constate qu'il ne pourra pas avoir lieu avant, comme l'Avenir en Confiance a plaidé partout durant la campagne. Il voulait le faire en fin 2019. On en est au premier semestre, éventuellement 2020. Pour vous, ça ne change rien? Non, c'est pas raisonnable. On a besoin de bien réunir toutes les conditions. Il y a la question de la révision des listes et tout ça. Donc, deuxième semestre, mois de novembre, c'est un mois qui conviendrait bien, qui nous permettrait à tout le monde de bien se préparer. Puis on est habitué au mois de novembre. On est habitué au mois de novembre, oui. Autre critique dans le camp indépendantiste cette semaine, des déclarations de Louis Cotreil-Regueil, le président du Parti travailliste, qui a annoncé qu'il démissionnait de tous ses mandats. Il déclare qu'il est difficile pour lui de rester dans les institutions avec des partis qui ont trahi la cause kanak. Il vise bien sûr le FLNKS et plus particulièrement l'UNI d'ailleurs, ou le PALICA. Comment est-ce que vous réagissez à ces accusations de Louis Cotreil-Regueil? On essaye de comprendre, mais les mots sont forts. Je me demande qu'est-ce qu'on a bien pu faire au niveau du PALICA et de l'UNI pour que on fasse l'objet de griffes. Trop de concessions, notamment dans les comités des signataires, trop de concessions sur le corps électoral. Mais on a fait concession sur quoi? Puisque c'est les choses qu'on a adoptées ensemble avec le groupe UC nationaliste. Si M. Louis Cotreil-Regueil veut insinuer que nous ne sommes pas d'accord ou on ne l'a pas suivi, je rappelle qu'il était contre l'accord de Nouméa. Et que nous et l'Union calédonienne, nous sommes engagés dans l'accord de Nouméa. Et peut-être que la question, c'est est-ce que c'est pas véritablement ça les positions des FLNKS? C'est la question. La deuxième chose, c'est que nous n'avons pas travaillé le groupe uni avec le Parti travailliste. S'il y a bien des gens à qui le Parti travailliste devait s'adresser, c'est le groupe UC national et pas nous. Nous n'avons jamais travaillé. Mais je constate que tout le monde tient greffe à l'UNI et au PALICA. J'ai même entendu dire que les veilles océaniennes nous reprochaient d'avoir fait capoter des négociations, parce qu'on en discutait à quel moment avec eux. Donc, l'Union calédonienne, beaucoup à l'intérieur, beaucoup font de l'anti-PALICA primaire. Donc, je pense que les enjeux auxquels on doit faire face sont au-delà de ça. Je note en même temps que le parcours de Louis Cotreil-Regueil, qui a fait qu'il a joué un rôle important, a amené à sortir 6 ans après la création du FLNKS en 1990 du FLNKS, et cela fait 20 ans maintenant que Louis Cotreil-Regueil, avec les syndicats, avec les partis travaillistes, travaille en dehors du FLNKS. Donc, je veux dire, il est dit lui-même, mais je pense que c'est ça la réalité, c'est que c'est le constat d'une stratégie qui n'a pas permis
à ces options de pouvoir prospérer et de pouvoir gagner la population. Et dans le camp indépendantiste, on ne lui pardonne pas d'avoir appelé à la non-participation le 4 novembre? Mais ça laisse des traces? Il n'est pas question de pardonner ou de ne pas pardonner. Je note simplement que si on se réfère aux chiffres, la non-participation du Parti travailliste a peut-être coûté 3 points au camp de oui. Et donc on en serait plus à 47 qu'à 43. Et donc c'est pas rien dans une lutte de libération comme la nôtre, compte tenu des enjeux et des rapports de force en présence. Donc il n'est pas question de pardonner. C'est le constat quand même d'un résultat qui est celui-là. Mais j'ai envie de dire, on peut pas tout le temps aussi. Le peuple kanak a décidé de se mobiliser pour ce référendum. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc on pourrait quand même essayer peut-être de constater que la stratégie n'a pas été celle qu'il faut pour y arriver. Pour conclure, 2 questions d'actualité. Un nouveau commissaire doit arriver dans quelques semaines. Vous le connaissez, vous l'avez déjà rencontré. Il a été directeur de cabinet il y a quelques années au ministère des Outre-mer. Non, je ne le connais pas personnellement. Mais vos relations avec Thierry Lataste, elles étaient plutôt bonnes? Oui, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Très longtemps, puisque j'étais directeur général de la DRAF, donc c'était mon patron, d'une certaine manière. Donc ensuite, je l'avais déjà côtoyé dans d'autres circonstances, et notamment lorsqu'il était auprès du président de la République. C'est quelqu'un qui manie avec beaucoup de perfection l'art de l'équilibre, et chez nous c'est important. C'est quelqu'un qui était très attaché à cette idée que tout se tient et qu'il faut faire attention à tout. Et surtout dans les pays où les gens font preuve de beaucoup d'excès. C'est ce que vous attendez de son successeur? J'entends rien, on attendra pour voir. Voilà. Le prochain comité signataire est annoncé septembre-octobre. À quoi ça va servir, et ça vous semble important d'en réunir un encore, alors qu'on a l'impression que maintenant les choses vont rouler normalement, qu'on prépare le second référendum? Ça sert à quelque chose quand même de se retrouver à Paris? Oui, il faut relancer la machine. Il y a des échanges, des discussions qui sont prévues sur la situation économique et sociale, sur l'organisation du prochain référendum, sur la base des enseignements qu'on a pu tirer du référendum précédent. Et puis c'est important que les responsables politiques continuent à échanger. Vous attendez quoi de l'État aujourd'hui? Qu'il s'engage un petit peu plus dans la préparation du référendum, mais on souhaite qu'il nous aide à faire en sorte que les 2 options soient bien éclairées pour l'ensemble de la population. Louis Mapouche, chef du groupe Uni au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, merci d'avoir accepté notre invitation.